de la RDC et il s'en est suivi la lecture d'un communiqué entre les représentants du gouvernement congolais et ceux de la coalition M23. Avec la déclaration des principes, la médiation a ramené les partis à réaffirmer leur engagement du mois d'avril. La particularité de chaque accord est dans les parties qu'elle concerne et les engagements que chaque parti prend. Aujourd'hui, nous avons réussi à identifier les acteurs majeurs du conflit. Et c'est la particularité de l'accord de Washington qui cristallise et identifie le Rwanda comme un acteur, l'acteur majeur au conflit. Maintenant, à Doha, nous avons si je peux les identifier comme les acteurs sur terrain, l'identifiant congolais utilisé, qui va aussi prendre ses responsabilités. Et aujourd'hui, dans la déclaration de principe, il a réaffirmé sa volonté, non seulement à cesser le feu, mais à aller vers une paix durable et une paix circonscrite à travers les principes tels qu'énumérés dans le document en question. Patrick Mouyaya Temboué, ministre de la Communication et Médias, a par ailleurs informé de la tenue d'une réunion avec les responsables des médias qui ont pris l'engagement de contribuer aux efforts de la construction de la paix. Le porte-parole du gouvernement a insisté sur le fait de ne pas mélanger tous ces processus de paix. 5 points importants à retenir de tous ces accords de paix, a expliqué le ministre Mouyaya, qui invite les professionnels des médias à bien lire et comprendre tous ces textes, mais pas d'une manière isolée. Il y a eu la déclaration du 18 mars entre le président Tshisekedi, le président rwandais, autour de l'émir du Qatar. Il y a eu la déclaration du 23 avril qui est la conséquence des discussions qui avaient commencé entre les représentants du gouvernement et ceux du M23. Il y a eu la déclaration de principe de Washington qui est un processus bilatéral entre nous, le Rwanda et les États-Unis. Ici, c'est un processus entre le M23 et les représentants du gouvernement. Les deux sont complémentaires. Et donc, il faut que nous fassions attention, que nous avons lu et que nous avons compris la complémentarité qui existe entre ces textes, qui ne doivent pas s'élire dans un cadre isolé, parce qu'il y a la résolution 2763, la charte de l'Union africaine, la charte des Nations unies, les communiqués conjoints de la réunion EAC-SADC du 8 février et surtout notre Constitution. Donc il faudrait que nos questions puissent être cadrées pour que nous puissions avoir des réponses précises avec un processus qui est laborieux, où les choses ne se font pas comme les choses devraient se faire avec une télécommande. La paix, on va la construire. Et ce processus va prendre un certain temps pour le redressement d'un Congo fort, debout et prospère. Au cœur du processus de panification de la République démocratique du Congo, comprendre pour agir l'appropriation du narratif congolais par la jeunesse pour la construction d'une paix durable. C'est sur ce thème que le ministre de la Communication et Médias a animé une conférence débat à l'université de Kinshasa, occasion pour Patrick Mouyaya Temboué de lancer un appel à la jeunesse congolaise à s'approprier du narratif national pour bâtir la paix. Au chapiteau de l'université de Kinshasa, les étudiants à l'écoute du porte-parole du gouvernement. Sa pédagogie de ce mercredi porte sur le processus de pacification de la RDC, comprendre pour agir l'appropriation du narratif congolais par la jeunesse pour la construction d'une paix durable. L'université de Kinshasa, qu'elle ait été choisie en premier, cela nous réconforte dans notre rôle de filles aînées de l'enseignement supérieur et universitaire. Patrick Mouyaya, ministre de l'écoute et de la parole, a fait la lumière autour des accords de Washington et Doha avant de décortiquer à la communauté estudiantine les causes du conflit, le prétexte économique du Rwanda. L'exercice d'aujourd'hui consistait à parler à ceux qui représentent de petites lumières pour qu'eux puissent comprendre la vision de la paix du président de la République, les efforts consentis qui nous permettent aujourd'hui d'envisager le retour d'une paix que nous voulons définitive et durable dans les parties sous occupation, qui sera la base pour la construction d'un développement intégral de cette partie du pays. Et avec eux, nous avons convenu qu'ils vont s'approprier du narratif pour qu'eux aussi soient des éléments
qui concourent à la construction de cette paix. Convaincus par le narratif du ministre de la Communication et Médias, ces étudiants parlent d'un échange important dans un lieu symbolique qui montre que la paix commence aussi par cette parole partagée. Il avait quelques questions qui taraudaient mon esprit. Dans sa réponse, il a essayé de me faire comprendre que la justice et la paix pouvaient s'obtenir même au travers de certains compromis. Et cela me permet aujourd'hui, en rentrant à la maison, à expliquer à mon père et à toute la famille que nous avons bénéficié beaucoup de choses. Énième intervention du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, dans une dynamique de conscientiser et de mobiliser de jeunes autour d'une cause nationale, celle de la pacification de l'Est de la RDC. Imprimer une dynamique au sein des associations des médias publics pour renforcer un esprit de cohésion, la solidarité et l'échange d'expériences professionnelles. C'est autour de cette question que le directeur général de l'Agence congolaise de presse a échangé avec les membres de l'Association des professionnels des médias publics. L'Agence congolaise de presse ACP, le réseau national de télécommunications par satellite Renatelsat et la radio-télévision nationale congolaise RTNC, ces trois médias officiels de l'État veulent imprimer une dynamique d'échange d'expériences, renforcer la solidarité et un esprit de cohésion pour garder l'ascendance d'informer les publics congolais suivant les normes de la profession face à l'invasion des nouvelles technologies. C'est dans cette optique que le directeur général de l'ACP, bienvenue Marie Bakoumania, a échangé dans son cabinet avec les membres de l'association des professionnels des médias publics, avec en tête le président Tabasenge Placide. L'objectif est de créer un esprit de cohésion et de solidarité professionnelle. Nous avons présenté notre comité, qui est un comité très important, qui est composé de vieux routiers dans la presse. Je suis présidente, maman elle est là. Et vice-présidente, nous avons un secrétaire général, M. Loukoussa. Le DG de l'ACP n'a pas hésité de saluer cette initiative qui naît à un moment où l'espace médiatique subit la pression des chaînes privées et des réseaux sociaux. Il est donc d'un privilège capital pour cette structure de défendre les intérêts et droits sociaux de ces professionnels qui travaillent nuit et jour pour la nation. Cette circonstance a été une belle coïncidence avec la Journée nationale de la presse célébrée le 22 juillet, composée de 10 membres. Les 3 directeurs généraux de ces entreprises publiques sont membres d'honneur de cette association. Après l'ACP, la prochaine étape de civilité est réservée au général de la RTNC ainsi qu'à l'ADG du Renatelsat. Il est déterminé à mettre fin aux tracasseries policières. Le commandant de la ville, le général Kantou, était en tournée dans les sous-commissariats de Kinshasa. Nous vous proposons l'étape du district de la Funa. Début d'une tournée d'itinérance du commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, le général Israël Kantou. Première étape, le commissariat urbain de la Funa. Une tournée marquée par une parade mobilisant plusieurs unités de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa. Occasion pour le général Israël Kantou d'adresser un message fort sur la discipline, la sécurité de la population, la lutte contre les Kuluna et le patriotisme. Le numéro 1 de la police, ville de Kinshasa, a insisté sur l'importance de la discipline au sein des forces de l'ordre. La sécurité de la population est notre priorité absolue, martèle-t-il. Il a créé une police nationale congolaise avec la mission de sécuriser la population et garder ses biens. Un des points centraux de son adresse a été la nécessité de traquer les Kuluna, ces bandes de malfaiteurs qui sèment la terreur dans certains quartiers de la ville-province de Kinshasa. Le général Israël Kantou a exhorté les policiers à intensifier leurs efforts dans la lutte contre cette criminalité. Le commissaire provincial a évoqué le patriotisme, soulignant que chaque policier doit être un modèle de vertu et d'engagement pour la nation. La police a été créée pour sécuriser la population. Nous devons être disciplinés. Une parade qui s'est terminée par la présentation de 25 jeunes bien identifiés comme Kuluna, arrêtés dans le cadre de l'opération Dobo 2.
Une mission de reconfort moral a conduit le ministre du Budget à Uvira dans le sud Kivu. Aimé Boji était au chevet des FARDC Wazalendo, blessé au front. Il a fait montre d'un patriotisme sans pareil. Bravant l'insécurité, le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Boji Sangara, natif et élu du Sud Kivu, a marqué les esprits en se rendant personnellement à Luvungi à près de 4 km de la ligne de front Katogota en territoire d'Uvira, épicentre de la résistance contre l'agression rwandaise et leur supplétif de l'AFC M23. Accueilli dans une ambiance chaleureuse, le ministre d'État a transmis au FARDC, soutenu par les vaillants Wazalendo, un message d'engagement du commandant suprême des FARDC, chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, saluant leur courage exceptionnel et leur engagement à défendre la patrie au prix de leur sang. Ni président de la République démocratique, le chef de l'État m'a chargé de vous transmettre un message clair. Il est le président de tous les Congolais, qu'ils viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest ou de centre. Il ne gouverne pas pour une tribu, un clan ou une région. À Uvira Centre, siège provisoire des institutions provinciales, ces notables du Sud Kivu a été accueilli par le gouverneur des provinces et d'autres autorités provinciales, où il a présidé le Conseil de sécurité provinciale élargi aux représentants des Wazalendo. Immédiatement après, il a successivement visité l'hôpital général de Kasenga d'Uvira et l'hôpital militaire des garnisons d'Uvira, où il a remis des matelas. Ajouté à cela, rencontre avec la société civile et les membres provinciaux de la FEC. Kinshasa abrite depuis hier les travaux d'amélioration du pool du projet de cadrage du rapport ITIE-RDC. Un rapport ITIE qui renferme toutes les informations possibles pour permettre à toutes les parties prenantes de participer à l'amélioration de celui-ci, garantissant ainsi la fiabilité du dit rapport selon la norme ITIE 2023. C'est l'exercice auquel se sont soumis les participants à l'atelier d'amélioration en pôle du projet des cadrages du rapport ITIE RDC 2023. Le comité exécutif avait bien donné des orientations que le rapport traditionnel est fait sur le secteur industriel, hydrocarbures et mines, tandis que le secteur forestier et l'artisanat minier, nous faisons des études thématiques, c'est-à-dire ce sont des rapports approfondis sur ces questions pour mieux comprendre quels sont les problèmes, quels sont les défis et comment les résoudre. C'est pour ça que nous les séparons. Donc nous faisons un rapport que nous appelons rapport traditionnel, qui est accompagné des études spécifiques sur des questions spécifiques. Pour accompagner ces processus, le gouvernement de la République a confié cette mission au comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques COREF avec l'appui du projet Encore et la Banque mondiale dans le but ultime d'accroître les recettes publiques et de surcroît améliorer la qualité de la dépense au niveau central et des provinces sélectionnées. Ouverture hier des travaux de la commission pour l'élaboration des prévisions budgétaires à la présidence de la République pour l'exercice 2026. Différents services du cabinet de la présidence de la République démocratique du Congo prennent part à ces travaux d'élaboration des prévisions budgétaires sous la supervision de la commission budgétaire exercice 2026. Pendant 4 jours, ils vont évaluer comment les ressources de 2025 ont été allouées afin de définir les objectifs financiers du cabinet avant la rédaction du rapport final. André Wameso, directeur des cabinets adjoint chargé des questions économiques et financières, qui a ouvert officiellement ses travaux, a demandé plus de rigueur dans les analyses pour un budget réaliste. Cette session budgétaire revêt d'une importance particulière car elle intervient dans un contexte particulier caractérisé par les efforts diplomatiques du président de la République, chef de l'État, pour pacifier la partie est de notre pays à la suite de l'agression rwandaise.
comme chaque année, vos expertises, vos analyses et vos propositions sont essentielles pour garantir que ce budget soit non seulement réaliste, mais également ambitieux et porteur de solutions concrètes aux défis qui nous attendent. Sur ce, je déclare donc officiellement ouverts les travaux d'élaboration des prévisions budgétaires de la présidence de la République. Lors des travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État en avril dernier, les chefs de l'État avaient recommandé notamment que la nouvelle politique salariale qui sera mise en place garantisse une rémunération juste fondée sur les efforts fournis et responsabilités assumées sans favoritisme entre les institutions. 5 ans d'existence de l'ANSER, cette célébration a été marquée hier par la signature d'un protocole d'accord entre ANSER et la Société Angélique International Limited. En apposant leur signature au bas de ce protocole d'accord, l'ANSER et Angélique International Limited s'engagent à donner l'accès à l'électricité à 300 000 ménages pour une enveloppe totale de 183 millions de dollars. Nous sommes passés du concept à l'action. Des villages oubliés s'éclairent, des écoles revivent, des centres de santé reprennent vie. L'artisanat renaît, les économies locales s'éveillent. Sous la vigilance du président de la République, elle a su forger une expertise nationale. 5 ans de vision, mais aussi des actions. Le DG Cyprien Moussimar a dressé un bilan positif de l'ANSER et a projeté l'avenir avec confiance. J'invite tous nos partenaires institutionnels, techniques, financiers, à s'engager aux côtés de l'ANSER pour inscrire les actions concrètes qui viendront nourrir chacun des axes stratégiques. Pour le ministre d'État et ministre du Développement rural Mouindo Nzangi, l'ANSER est devenu un acteur incontournable dans l'électrification des zones rurales. Des chiffres avancés par le ministre des Ressources hydrauliques, Teddy Loaba, qui a cité les 5 piliers du compact énergétique pour améliorer la desserte en électricité. L'ANSER projette atteindre 50% de taux d'électrification en milieu rural grâce au plan d'action stratégique 2025-2030. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu le trophée Mouinda pour sa vision de transformation énergétique en RDC. Écoles, hôpitaux et autres infrastructures de base, les services nationaux apportent son expertise à travers le bâtisseur ex-délinquant urbain. L'école du village d'Ankoro en est une illustration. Des menuiseries dans le Haut-Katanga, les services nationaux renforcent son ancrage et accentuent sa présence dans cette partie du pays. Hormis les centres pilotes Laurent-Désiré Kabila à Kanyamaka-Cessé dans le Haut-Lomami, l'on se souvient encore de ces moments. Nous sommes en 2023. Les commandants du service national reçoivent alors une instruction du commandant suprême sur la construction d'une école répondant aux normes dans le village natal de Mzé Laurent-Désiré Kabila. Ankoro, voici à quoi ressemblait cette école sur les terres qui ont vu naître Laurent-Désiré Kabila. Mais aujourd'hui, les paysages sont tout autres grâce au service national. 12 salles de classe équipées en bancs produits du service national, un bureau de direction, une salle pour professeurs, des installations sanitaires dignes de ce nom. Tout a été fait et pensé selon les standards. En réponse aux vœux exprimés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour honorer son prédécesseur, père fondateur du service national. Pour inaugurer ce joyau, le chef de l'État a dépêché sur place les commandants du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik. Mission accomplie. Il a mis tous les moyens à notre disposition pour construire cette école. Vous venez de la visiter, l'école est totalement terminée. Au mois de septembre, les élèves, les enfants vont profiter de cette école pour apprendre, pour leur apprentissage. C'est un sentiment d'avoir une mission
qui me fut donné par la hiérarchie du pays. Et j'en suis fier. Cette école est une photographie parfaite d'une autre construite à Mupompa, village natal du président de la République. Et le service national a promis d'étendre ses actions un peu partout dans le pays. Ouvert lundi 21 juillet dernier, le premier colloque international des aveugles de la sous-région d'Afrique centrale a fermé ses portes à Kinshasa. À travers le thème consacré au numérique, ces colloques internationaux visent à harmoniser les politiques publiques et à renforcer les capacités des déficiences visuelles. La ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables qui a ouvert les travaux a salué les efforts du gouvernement en matière d'inclusion et plaidé pour l'intégration des personnes aveugles dans la transition numérique, conditionnée selon elle par les retours de la paix à l'est de la RDC. Je vous demande de pouvoir mener de profondes réflexions parce que nous parlons des numériques et nous savons que le numérique aujourd'hui, personne ne peut s'en passer. Parler de développement, c'est-à-dire parler aussi des numériques. Et les personnes aveugles malvoyantes ont besoin que l'écriture braille soit numérisée, l'écriture braille soit modernisée. Et tous ces efforts ne peuvent se faire que dans un contexte de paix et dans un contexte où tout le monde s'engage à travailler dans le domaine du handicap. La présidente de l'Union africaine des aveugles pour l'Afrique centrale, Thérèse Kamango, venue du Congo-Brazzaville, qui participe à ces assises au nom de la République du Congo-Brazzaville, appelle quant à elle à des formations ciblées et à une meilleure accessibilité aux outils numériques. Les Burundis vivent à la fondation Uwiragia. Il partage son expérience en matière de prise en charge des personnes aveugles et malvoyantes. Ces colloques qui s'étendent à 3 jours, une première dans la région, ambitionne de réduire la fracture numérique et d'ancrer une dynamique régionale d'inclusion durable. Les travaux de la commission chargée de l'élaboration d'un cadre normatif sur la construction et la gestion des infrastructures scolaires ont été lancés à Kinshasa. Le but poursuivi est de doter les pays d'un référentiel normatif unique et actualisé pour garantir la qualité, la durabilité, la sécurité et l'inclusivité des infrastructures scolaires à travers tous les territoires. Une initiative portée par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, et qui sera traduite en actes à travers cet atelier dont les travaux en commission reçoivent l'appui du projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles, qui est un projet du gouvernement de la République démocratique du Congo, financé par la Banque mondiale. Je salue la mobilisation exceptionnelle de tous les participants à cet atelier en exhortant chacun d'avoir une ambition claire à la transformation durable du système éducatif congolais. Le succès de cet atelier exige un engagement collectif autour de notre mission commune qui est de garantir à chaque enfant congolais une éducation de qualité dans un environnement sain, équitable et sécurisé, en mettant en place un cadre normatif riche, inclusif, opposable à tous et non négociable au moment de la mise en œuvre de tous les projets de construction scolaire. Le cadre normatif attendu servira de référence nationale pour la conception, la construction et la gestion des infrastructures scolaires en intégrant des dimensions telles que l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, la résilience climatique, les infrastructures WASH, la sécurité des élèves et l'ergonomie des espaces pédagogiques. C'en est fini pour cette édition d'information réalisée par Discover Pongo et Mamita Bangoulou, Ruben Kumbu, Discover Pongo et Jerry Mawassa, Émile Zola ont assuré la partie technique. Au nom de cette grande équipe, je vous dis merci de nous avoir suivis.